Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre dans la revue sur Maritima TV pour évoquer ce soir une exposition, entre autres, et surtout faire un petit retour en arrière dans l'histoire de cette région. Une exposition à voir absolument jusqu'au 27 novembre à la médiathèque intercommunale Ouest-Provence de Miramas. C'est la médiathèque de Miramas. Elle concerne une catégorie de population et une page d'histoire de la région, ça je vous l'ai dit, assez méconnue, ou en tout cas qui n'a peut-être pas les lettres de noblesse qu'elle mériterait d'avoir. Deux oublis réparés ce soir dans cette émission grâce à notre invité Pierre Daume. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes l'auteur notamment d'Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France. Voici cet ouvrage qui date de 2009 aux éditions Actes Sud. Et vous êtes à l'origine de cette exposition que l'on retrouve actuellement à la médiathèque de Miramas et qui concerne ces travailleurs indochinois de la poudrerie de Saint-Chamas. Il y a quelques décennies de cela, c'était au milieu des années 30 pour les débuts, jusque quasiment dans les années 50 à peu près. Alors, très précisément, cette histoire a commencé en septembre 1939, oui, au moment où la France entre dans la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et où le gouvernement français, dans l'esprit colonial qui régnait à cette époque et qui aujourd'hui a complètement disparu, et c'est une très bonne chose, oui. mais fait venir de la main-d'œuvre, c'est ça ? Oui, considère comme tout à fait normal, légitime, d'aller puiser dans ces colonies les réserves en êtres humains dont elle a besoin. Pour faire tourner cette poudrerie de Saint-Chamas. Mais est-ce que ce sont des volontaires ou est-ce que ce sont des gens enrôlés de force ? Est-ce que c'est des gens qu'on a déracinés sur place ? Alors, dans un premier temps, le gouvernement français et les autorités françaises en Indochine font appel au volontariat. Seulement, il n'y a que quelques centaines de jeunes vietnamiens, souvent issus de la toute petite élite indigène, qui répondent à l'appel. Et très vite, ça ne suffit pas. Et donc, les autorités françaises ont recours à la force. Et donc, finalement, sur les 20 000 jeunes paysans vietnamiens qui vont être recrutés, on estime à 90 ou 95% un recrutement non volontaire. Donc des déracinés. Absolument. Ces hommes sont arrachés de leur famille. Certains sont déjà mariés, certains ont déjà des enfants, puisque, en fait, chaque village du Vietnam de l'époque reçoit un quota d'hommes à envoyer en France. Et donc, je précise bien, ces hommes-là sont recrutés pour les besoins de la guerre, mais pas pour être envoyés au front, mais pour être emmenés à l'arrière du front dans les usines d'armement. Et vous avez, à juste titre, cité la poudrerie de Saint-Chamas, qui est un des lieux, une des poudreries dans lesquelles ces hommes vont être utilisés. Vous dites, d'ailleurs, le terme est assez éloquent, immigrés de force. Ils ont été pris et acheminés vers la France contre leur gré pour la plupart d'entre eux. Comment se déroule leur installation sur place d'ailleurs ? Sont-ils logés, je connais un peu la réponse, mais dans de bonnes conditions ? Sont-ils bien accueillis par les populations que l'on qualifierait d'autochtones ici ? Alors, en effet, vous le suggérez, on est dans un système d'oppression coloniale où ces hommes sont donc arrachés de force de leur famille, mis dans des bateaux en fond de cale, des cales destinées normalement au transport des marchandises. Certains décèdent dans le trajet d'ailleurs ? Certains décèdent dans le trajet, ils sont véritablement entassés en fond de cale et ils débarquent à Marseille. Donc il y a 14 bateaux, ils débarquent à Marseille et là, des espèces de camions les attendent, direction la prison des Baumettes. Et c'est dans cette prison très connue de Marseille qu'ils vont passer leur première nuit. La prison, d'ailleurs, venait à peine d'être construite et ces Indochinois, ces Vietnamiens, vont être les premiers locataires des Baumettes. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui se présente comme surveillant général de la prison des Baumettes. Alors j'étais tout de suite un peu inquiet. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, et en fait, il me dit qu'avec ses collègues, ils sont en train de créer un petit espace muséal à l'intérieur de la prison. Petit mémorial. Oui, enfin, pour raconter l'histoire de la prison. Et en fait, ils savent que les premiers habitants de la prison étaient ces travailleurs indochinois. Est-ce qu'ils ont essayé de maintenir en vie cette communauté
une fois installés, est-ce que les liens étaient très forts? Ils essayaient de ne pas se perdre de vue pour éviter de diluer un peu leur origine, tout simplement, ici, sur le territoire. Entendons-nous bien, on est en 1939, ils passent donc tous par la prison des Baumettes, ils sont organisés ensuite en compagnie de 250 hommes chacune, et là, ils sont envoyés dans toute la France pour travailler dans des usines d'armement. Sauf que le logement... n'est pas prévu. Ou très peu prévu. Si, il est prévu, mais ce sont des véritables camps d'internement. Et donc ces hommes vont être parqués dans des camps aux abords des poudreries et dans un régime de totale privation des libertés. Des camps surveillés, on est d'accord, et fermés. Ah oui. On a peur qu'ils s'échappent en fait. Alors, en vérité, donc ils n'ont absolument pas droit de sortir du camp sans autorisation. Ils sortent du camp pour aller travailler et le soir, ils doivent rentrer au camp. Mais en vérité, il n'y a pas besoin d'organiser une surveillance trop élevée, puisque il faut imaginer la France en 1940, 41, 42. Le moindre type avec une tête d'asiatique qui se retrouverait tout seul sur une route ou dans une rue, qui ne parle pas un mot de français, qui ne parle pas un mot de français, il n'irait pas bien loin. Il n'irait pas bien loin, et il se ferait, et j'ai retrouvé ça dans les archives, des rapports de gendarmerie, il se ferait arrêter immédiatement par les gendarmes ou la police qui le ramènerait au camp, et dans chaque camp, il y avait une prison, et le type qui n'était pas rentré le soir, il se faisait prendre quelques jours plus tard, et il passait une semaine ou 2 semaines en prison. Comment ont-ils été accueillis par les populations de la région, par exemple? Alors, les premiers contacts qu'ils ont eus avec les Français, c'était à l'usine, c'était avec les ouvriers français, mais c'était des contacts très limités. D'abord par la langue, puisque donc ces hommes ne parlaient pas un mot de français. Et finalement, dans tous les récits que j'ai recueillis, puisque moi, c'est 70 ans plus tard que je suis parti à la recherche des derniers témoins encore en vie de cette histoire, leur souvenir de contact avec les Français, c'est essentiellement avec les Françaises. D'accord. Et là... Un rapport de séduction, alors? Oui, de charme. Et en fait, ça a été très, très particulier, puisque avec les hommes, il y avait plutôt une distance, voire un peu un mépris, alors que avec les femmes... Le courant passait bien. Le courant est très bien... Alors, est très bien passé. Et comment avez-vous travaillé? Parlons un petit peu de la façon dont tout ça, c'est la forme plutôt que du fond, on a posé les bases de cette histoire. Comment avez-vous travaillé? Où avez-vous fouillé? Qui avez-vous rencontré? Quels témoignages avez-vous pu recueillir? Certains d'entre eux sont encore en vie, on le précise d'ailleurs. Oui, il en reste maintenant plus qu'une poignée. Donc, si vous voulez, ces hommes sont restés forcés en France pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, et ils n'ont fini par être rapatriés qu'à partir de 1948, 49-50, donc après presque 10 ans d'exil forcé en France. Quelle était la motivation de ceux qui voulaient rester? Ils se sentaient intégrés? Et sur les 20 000 du départ, il y en a en effet 2 à 3 000 qui ont finalement décidé de rester. Dans quasiment tous les cas, c'est parce qu'ils avaient rencontré une Française, qu'ils avaient fait des enfants, plus ou moins sans le vouloir, mais les enfants étaient là, et donc là, ils se sont sentis obligés de rester. Et donc, ce qui se passe, c'est que dès 1950, cette histoire va complètement tomber dans l'oubli. Et moi, je suis donc journaliste. À l'époque, je travaillais pour Libération. Et en 2005, j'entends par hasard parler de cette histoire. Et là, je me dis, on est 65 ans après les faits. Ils sont quasiment tous morts de leur belle mort, que ce soit les 2 à 3 000 en France ou les 17 000 retournés au Vietnam. Mais il en reste quelques dizaines encore en vie, qui ont 88 ans, 90 ans, 92 ans. Il faut que je les retrouve au plus vite et que je recueille au plus vite leur histoire, avant que ce soit trop tard. Donc ils vous ont fourni des photos, des témoignages, des lettres, vous les avez interviewés évidemment. Quel souvenir en gardent-ils? C'est peut-être pas forcément... Alors, leur vie a changé à ce moment-là, évidemment, mais c'est des conditions de travail qui étaient d'abord presque d'internement d'une part, mais de travail ensuite qui étaient extrêmement difficiles. C'était une période de guerre. C'était bouleversant pour eux tout ça. Est-ce qu'ils en parlent avec beaucoup d'émotions dans la voix encore quelques années plus tard? Il est sûr que c'est une histoire qu'ils n'ont
jamais raconté pendant 65 ans. Ouais. Donc quand Et elle même- ressort, c'est très, Même à très leurs émouvant. propres enfants, ils ne l'ont pas raconté. Et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont décédés sans avoir raconté à leurs enfants. Et quand mon livre est sorti en 2009, il y a des centaines d'enfants de travailleurs indochinois qui sont venus me voir, qui m'ont écrit, etc., pour me dire « Merci, j'ai découvert l'histoire de mon père dans votre livre ». Et donc, les quelques dizaines que j'ai retrouvées au Vietnam et en France, encore en vie, si vous voulez, à la fois, ils étaient extrêmement contents de livrer leur histoire à un journaliste, un écrivain, sachant que ça allait être consigné dans un livre et donc ils pouvaient partir en quelque sorte tranquille. Et à la fois, et là c'est le sens peut-être de votre question, à la fois c'était étonnant comment ils n'avaient aucune rancœur. Ils n'avaient aucune rancœur vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'État colonial français, D'accord. qui leur en a fait Baver. hein. Des ronds de chapeau. Si vous voulez, alors bon, parler d'une espèce de philosophie asiatique, de pas se prendre la tête par des de suivre son destin. de suivre son destin. Il y a peut-être de ça. Il y a l'idée que bon, la vie, c'est pas nous qui la commandons. Elle a été comme ça. Et de fatalisme, quoi. Ouais. Et puis, en plus, ceux que j'ai rencontrés, eh ben, ils avaient déjà quasiment 90 ans. Ils étaient heureux d'avoir vécu jusqu'à 90 ans. Ils se sont livrés facilement à vous. Alors, Ou il a fallu un petit peu gratter les choses. non, c'était pas immédiat. Une chose est sûre, c'est que j'avais pour moi comme avantage d'être français. C'est-à-dire qu'ils ne se seraient pas livrés à un journaliste vietnamien, par exemple. D'abord, au Vietnam... Ils sont mal considérés dans leur pays d'origine. Voilà. Au Vietnam, ils sont mal considérés, puisque quand ils sont rentrés en 48-50, les Vietnamiens étaient en guerre contre l'armée française, hein, c'est la guerre d'Indochine, et là, ces hommes-là ont été soupçonnés d'avoir passé 10 ans dans l'armée française en France. Oui, des traîtres avant l'heure. Exactement. Et donc Un là, peu des malgré nous aussi, on pourrait dire. Oui. Et donc, bon, c'est un malentendu historique dont ils ont souffert toute leur vie. Et donc, ils se méfient des Vietnamiens, on va dire. Et en plus, ils ont apprécié le fait que j'étais jeune, entre guillemets, que je n'avais aucun lien avec cette histoire. Et que je venais... C'est un devoir de mémoire que vous entreteniez aussi, ou une forme d'hommage à ces travailleurs qui étaient tombés dans l'oubli? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je fais très attention de bien délimiter ma place. Ma place, moi, je suis un chercheur, je suis un journaliste qui enquête et qui a comme objectif numéro 1, c'est l'objectivité. Et donc, je raconte ce qui s'est passé en étant le plus neutre possible. Ensuite, le fait est que la publication de mon livre a provoqué des demandes de devoir de mémoire et de reconnaissance de la part de ces centaines d'enfants de travailleurs indochinois qui se sont emparés de mon livre. Et des cérémonies chaque année d'ailleurs sont organisées pour les honorer. Au pouvoir public, aux élus, écoutez, maintenant, il y a un livre très sérieux, d'un type très objectif, qui n'a rien à voir avec cette histoire, donc on ne peut pas l'accuser d'être partisan, avec nous, d'être partisan. Hein. C'est un type complètement extérieur, mais c'est très sérieux ce qu'il a écrit. Et donc là, nous vous invitons à, en effet, honorer la mémoire de nos pères. Et en effet, il y a plusieurs municipalités qui se sont engagées dans cette direction. Miramas, notamment la municipalité de Miramas. Il y a aujourd'hui une très belle plaque commémorative dans l'ancienne poudrerie de Saint-Chamas. Et il y a aujourd'hui, en Camargue, un projet d'une stèle nationale à la mémoire des travailleurs indochinois. Merci beaucoup Pierre Dôme d'avoir été l'invité. On a terminé déjà. On pourrait évidemment, puis d'abord c'est votre sujet de prédilection, discuter, parler, revenir et s'arrêter sur cette histoire un peu oubliée, c'est vrai, pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais que vous avez su remettre pas au goût du jour, mais à flot de l'histoire récente. Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France. Très bel ouvrage si vous voulez en savoir plus, évidemment,
sur cette histoire passionnante aux éditions Actes Sud. Pierre Daume était notre invité et il a une très très belle exposition, je vous le rappelle, qui est en cours jusqu'au 27 novembre à la médiathèque de Miramas avec des photos, des témoignages, voilà, pas mal de choses, enfin plein de documents. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous travaillez sur quoi prochainement on peut le savoir. Je suis sur le passé colonial de la France en Algérie, ce qui est un très gros morceau. Très gros morceau et pas facile non plus d'avoir des témoignages et des témoignages objectifs là-dessus. Absolument. Les plaies ne sont pas complètement fermées, encore refermées. Vous reviendrez à l'occasion pour nous reparler si vous m'invitez, très de vos travaux et de vos recherches. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Maritima pour une nouvelle revue.